et je voulais être dans le Vogue. C'était un besoin, une envie. Et donc, on a eu des parutions dans le Vogue. Bonjour Élise. Bonjour Elise. Bonjour, Alors bienvenue dans le podcast La Voix du dirigeant. merci de m'inviter. Tu vas raconter aujourd'hui un petit peu ce qui t'est arrivé en tant qu'entrepreneur pendant toute ta carrière d'entrepreneur et notamment on va zoomer sur le secret de ta résilience, les difficultés, les décisions difficiles que tu as eu à prendre tout au long de cette carrière. Oui. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ton entreprise? Alors moi, c'est Elise Tsikis. J'ai 35 ans et l'entreprise a 8 ans. Donc j'ai commencé sur des études de stylisme, sur un master. J'ai travaillé en tant que styliste quelques années dans des maisons, dans des studios de création. Et puis, dès que je me suis sentie prête, avec la maturité suffisante, je me suis lancée et j'ai lancé mon entreprise aux alentours de 26 ans. Voilà. Et là, ça fait 8 ans. Donc, en effet, ça fait une petite carrière d'entrepreneur. C'est une jolie carrière. Ah oui, c'est une belle carrière. En plus, se lancer jeune, c'est bien parce que comme être entrepreneur, c'est apprendre tous les jours aussi. C'est le meilleur moment pour se lancer finalement. Oui, on est hyper léger, plein de fougue. Et donc, c'est vrai que plus on est jeune et plus on a l'audace de se lancer avec beaucoup moins de contraintes qu'adulte. Enfin, en même temps, j'ai été maman 1 an après le lancement de la boîte. Mais, euh, mais c'est vrai que la jeunesse permet ça, permet cette fougue et cette audace et le fait aussi d'avoir énormément d'énergie en stock. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton entreprise pour ceux qui ne la connaissent pas? Alors oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, Elasticus Paris, c'est une marque de bijoux en premier lieu, bijoux fantaisie haut de gamme. Donc, on a voulu vraiment, dès le départ, donc je vais tout au long de cette interview dire on, mais j'ai été seule pendant 3-4 ans. Mais j'ai ce réflexe de dire on tout le temps, sur toutes les étapes de la société. Donc, on a voulu dès le départ, j'ai voulu dès le départ créer des produits très audacieux en termes de création et en même temps qualitatifs. Donc, d'où ce terme fantasy haut de gamme, ce qui impute un certain prix parce que il y a des matières premières très onéreuses telles que l'or et l'argent et des pierres naturelles. Donc voilà, c'est une marque de bijoux fantasy haut de gamme et je la souhaite un peu lifestyle dans le sens où moi j'aime apprendre chaque jour toujours un peu plus et je suis très intéressée par d'autres secteurs de création. Et donc depuis ces 8 années, on a sorti donc les 4 premières années des lignes femmes, puis une ligne enfant, puis une ligne de parfumerie, donc bougies et parfums d'intérieur, ensuite une ligne de papeterie, une ligne textile, kimono et foulard, et pour finir, la petite nouveauté de cette fin d'année, c'est une ligne de bijoux hommes. Donc voilà, donc ça devient une marque assez complète. Ok, c'est très riche. Oui. Euh, Moi me viennent deux questions. Un, je suis intriguée par la question de fantaisie, mais il y a de l'or dedans et des pierres, et du coup, enfin, pour moi, la fantaisie, c'est pas toujours ça. La deuxième question, c'est qui est la cible exactement? Qui sont ces femmes et ces hommes qui sont clients du coup de fantaisie haut de gamme? Alors, il y a 8 ans, c'est vrai que la fantaisie haut de gamme était un petit peu
prescriptrice dans le secteur. Il y avait soit le bas au milieu de gamme de la bijouterie fantaisie, un peu laiton avec des flashs or, donc c'est du 0,5 micron, ou alors le très haut de gamme de fantaisie. Nous, on est entre les deux. Donc, on a un panier moyen de 180 €, on souhaite rester accessible. Et donc, ce terme de bijoux fantaisie, c'est parce que nos produits ne sont pas en plein or. Ils sont en plaqué or, 3 microns. C'est ce qui nous différencie de la joaillerie. Pareil pour les pierres, nous ne sommes pas sur des pierres précieuses, telles que le diamant ou le saphir, mais des pierres semi-précieuses, telles que l'agate ou l'aigle marine. C'est ce qui nous différencie, une deuxième fois, de la joaillerie. Cependant, nous avons des temps de production élevés, une production française et une qualité élevée en termes de plaquage. Nous sommes sur du 3 microns, 24 carats. Donc le 24 carats, c'est l'or pur. Donc ce qui nous permet d'atteindre ce niveau de haute fantaisie qui permet d'avoir un bijou qui reste accessible mais qualitatif. Et on aime aussi le terme fantaisie parce qu'on s'amuse beaucoup et on est très audacieux dans les designs, les couleurs et les formes et les matières qu'on utilise. Et donc, pour la deuxième question, on a une clientèle qui aime la qualité, mais qui aime consommer et qui aime avoir un panel de choix pour s'accessoiriser le matin ou pour partir en soirée. Et donc, elle est très friande de cette gamme de bijoux haute fantaisie parce que ça lui permet d'avoir quand même des pièces très qualitatives, mais qui changent de l'ordinaire, qui changent du grand classique de la joaillerie, qui amène un peu d'audace et pour lesquelles elles sont fières et elles se sentent belles en les portant. Je crois que j'ai bien compris la cible, effectivement. Moi, je me reconnais dedans. C'est vraiment le côté des personnes qui, si elles avaient les moyens, potentiellement, elles achèteraient plein de bijoux différents qui sont pas de la fantaisie. Mais comme elles ont une envie de consommer qui n'est pas forcément liée à cette capacité, par contre, à acheter des bijoux, des bijoux, comment on appelle ça La joaillerie. Au-dessus, la gamme au-dessus, on est vraiment sur de la joaillerie. C'est ça, qui n'ont pas forcément les moyens de faire que de la joaillerie et du coup, ils vont en profiter dans cette gamme-là, sachant en plus que de ce que je comprends, avec ce niveau de qualité, finalement, on n'a pas l'impression que c'est du toc non plus. Parce que c'est vrai qu'il y a certains niveaux de fantaisie où on pourrait avoir... Moi, je pense aux allergies. Je fais des allergies. Oui. Moi, quand j'ai des bijoux je voudrais pas citer de marque, mais les trucs qui sont vendus sur des trucs au supermarché, dans les boutiques, à chaque fois, je fais des allergies pour ma part. En effet, il y a beaucoup de gammes différentes dans le bijou. C'est très complexe pour une cliente de s'y retrouver. Vraiment. Et c'est pour ça qu'on est de plus en plus transparent sur nos qualités, les matières qu'on utilise, la façon dont on fabrique le produit. Mais il y a, comme vous faites référence, on est presque quasiment sur aucune application d'or, on est sur du doré. Donc c'est une couleur or, mais il n'y a pas d'or sur le produit. Et ensuite, il y a tout ce qu'on appelle doré à l'or fin, où là, on est sur un flash. Ce qu'on appelle un flash, c'est du 0,5 micron, et donc qui est susceptible de partir beaucoup plus vite qu'un 3 microns en plaqué or. Et donc, c'est là où le produit peut s'altérer plus vite, et une cliente beaucoup plus fragile, elle va avoir contact avec la matière en dessous, ce qui fait que nous, on n'a aucun retour, mais 0% de retour d'allergie. Parce que on fait en sorte d'utiliser des matières qui protègent nos clientes. Mais en effet, il y a plein de gammes dans le bijou fantaisie, ce qui permet aussi à un panel énorme de clientes de se faire plaisir. Nous, on se situe vraiment
en haut de gamme de fantasy. Bon, merci pour ces explications. En tout cas, avoir une bonne cible bien identifiée, c'est clair que ça permet de bien situer son business et de, de réussir. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant de l'interview. Pour les auditeurs qui sont fidèles, on va faire un épisode un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, parce que avec ton expérience, on va pas te demander juste quelle est la plus grande difficulté que tu as vécue, parce qu'il y en aurait plein et que je pense qu'il y a des choses super intéressantes que tu as à nous apprendre. Donc ce qu'on te propose, c'est que tu euh, nous dises déjà quelles sont les grandes phases par lesquelles tu es passé en 8 ans. Et on verra du coup quelles sont les plus grandes difficultés que tu as vécues dans chaque phase. Ok. Première phase, c'est le lancement. Donc là, beaucoup d'insouciance, beaucoup d'envie, d'énergie et un souhait profond de calquer à mon rythme de vie et mon rythme émotionnel. Avoir un travail au quotidien qui soit vraiment en lien avec ce que je suis en tant que personne physique et émotionnelle. Ce qui n'était pas le cas dans mes différents postes auparavant, c'est que bah, on suit un rythme d'entreprise, un rythme de sortie de collection, des impératifs de chiffres, de prix, de rentabilité. Moi, je suis partie vraiment avec une simple envie, c'est déjà de me découvrir ce que j'aimais. J'ai créé pendant 2 ans, quasiment dans l'anonymat, en faisant 1 ou 2 ventes par semaine, et il y avait ma famille dedans, ce qui m'a permis vraiment de développer mon produit, de vraiment le finaliser, développer une ligne, un prix, une identité, des envies. Et ça a été assez long finalement. Et le fait d'être en autofinancement, de prendre mon temps, m'a permis de faire ça en douceur. Et aujourd'hui, la gamme n'a pas changé, le style n'a pas changé. Et ce qui fait que avec cette anticipation dès le départ de penser un produit avec un prix, avec des marges, en pensant quand même tout derrière que peut-être un jour il y aurait une équipe pour fabriquer ce produit, il y aura des loyers. Ça, j'y ai pensé dès le début. Ça m'a permis qu'aujourd'hui, on ne soit pas obligé de multiplier par 4 les prix des produits. Euh, et donc, la cliente, dès le départ, voilà, a découvert un produit qui n'a pas changé aujourd'hui. Et ça, ça permet de rassurer vraiment notre clientèle et de pas finalement la frustrer ou la bloquer par des augmentations de coûts dues à des développements d'entreprise. Donc ça, c'était quelque chose que je conseille systématiquement aux personnes avec qui j'en parle, à mes amis qui lancent leur boîte. C'est vraiment penser le prix dès le départ et le penser en grand, entre guillemets. Se dire que bah, un, quel type de personne va le fabriquer, combien elle va être payée et en combien de temps elle va faire le produit et quelle marge je dois imputer pour pouvoir rémunérer cette personne, dégager du chiffre d'affaires, des bénéfices pour pouvoir réinvestir et grandir. Ça, c'est dès le départ qu'il faut le penser. Donc, ça a été un petit peu finalement le, le travail. Euh, et ensuite, une fois que ça a été fait, il a fallu se faire connaître. Donc, deuxième grosse étape, c'est que les collections commencent à être riches, intéressantes. Elles sont au bon prix. J'ai ma cliente, ça a été long à connaître un peu ma cliente parce que c'est un secteur qui était peu présent à l'époque. La haute fantasy a des prix tels qu'on les propose. Il y avait peu de marques il y a 8 ans encore à l'époque, donc difficile de se situer. Et donc cette deuxième étape, se faire connaître, c'est passé par les salons professionnels. Donc moi, j'avais pas les moyens. Avant les 2 premières années, j'avais pas un centime. Je réinvestissais tout
dans la création des nouvelles collections, la fabrication. Et donc, j'ai mis 2 ans avant d'intégrer les salons professionnels. Donc, ça a été le Bijorka, puis le Who's Next. Et en parallèle de ça, donc là, je me faisais connaître auprès du B2B, donc business to business, donc les acheteurs. Et ça aussi, dès le départ, je reviens un tout petit peu en arrière, c'est que je savais que je voulais revendre à des acheteurs B2B et revendre à des multimarques. Et donc ça, je l'ai inclus également dans le prix du produit final parce que je savais que ça allait être des partenaires. Et le fait est, on travaille avec une 50aine de partenaires aujourd'hui et ce sont des partenaires fidèles qui revendent nos produits. Ils le font bien de par leur présence dans le monde entier. Ils communiquent sur la marque et en fait, c'est un travail en binôme avec chacun des partenaires qui fait qu'on grandit ensemble. Et ça, je voulais pas être toute seule, vendre mon produit toute seule sur Internet. Je voulais vraiment le partager avec un maximum de personnes. Et je savais que le B2B allait me permettre cette expansion de marque beaucoup plus rapide. Et finalement, une japonaise parle en japonais à ses clientes japonaises et elle le fait beaucoup mieux que moi, qui n'a pas le terme, qui ne sait pas comment vendre un produit au Japon à des japonaises. Et finalement, c'est vraiment un travail en équipe. Donc ça, dès le départ aussi, dans le travail des prix, j'avais intégré le souhait de travailler avec des B2B. Donc le moment venu, j'avais mon produit, j'avais les marges à proposer au B2B, j'ai intégré les salons professionnels et en parallèle, j'ai intégré une agence de communication. Donc les 3 francs 6 sous qui restaient, ça, je l'ai investi très, très rapidement dans la communication. J'en étais persuadée. C'est quelque chose aussi que mon entourage d'entrepreneurs a du mal à faire. C'est que les 3 francs 6 sous, ils le gardent pour réinvestir ou ils ont peur que ça ne serve à rien. Une agence de communication, en effet, c'est pas donné. C'est un travail de longue haleine. Ça met des mois et des mois avant d'avoir la première publication. Il faut se faire connaître. Les journalistes ont besoin de voir une première collection, puis une deuxième. Ils ont besoin de voir qu'on survit avant de nous vendre finalement à leurs lectrices. Ils peuvent pas vendre de jeunes marques et 6 mois après, elles sont mortes. Donc, c'est vrai que c'est un long travail et les résultats arrivent longtemps après. Mais j'ai serré les dents, on n'a pas lâché. Et c'est vrai qu'une agence de communication, c'est quelque chose que j'ai eu quasiment depuis le départ, quoi. Parce que pareil, je ne sais pas parler aux journalistes. Je ne savais pas trop comment vendre ma marque. C'était très instinctif. Et finalement, un agent de com sait comment leur parler, sait comment vendre une thématique, un produit, une idée, un concept. Et je leur ai légué finalement ce travail-là assez rapidement aussi. La communication se faisait sur quel réseau en fait? Alors, la communication, moi j'ai gardé les deux premiers réseaux. Euh, c'est vrai que tout est arrivé en même temps. Après ces 2 premières années où je tâtonnais, j'ai découvert Instagram. Donc il y a 6 ans, Instagram commençait à avoir ce boom en France et notamment en termes professionnels. Donc moi, depuis 6 ans et encore aujourd'hui, je gère Instagram. Donc la communication sur Instagram, les réseaux sociaux, les newsletters, c'est moi en interne. Et ensuite, l'autre axe de communication, c'est ce qu'on appelle les dossiers de presse, les communiqués de presse, les événements, les présentations presse. Et donc tout ça, ce sont les agences de communication qui s'en chargent. Les relances aux journalistes, les réponses aux journalistes, les demandes. Donc on prête chaque semaine une dizaine de pièces aux journalistes pour des shootings photos, pour des articles, pour qu'elles voient le produit en vrai. Donc ça, c'est un travail de longue haleine à plein temps, cette relation journaliste. Donc l'agence s'occupait vraiment de ces relations-là, journaliste web et papier. Très bien. Donc, tu nous as parlé de la première phase qui est la phase de lancement, ensuite la phase de se faire connaître. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres phases après? Alors,
On s'est fait connaître. En effet, le B2B a pris tout de suite une grande chance parce que c'est vrai que le B2C, donc le business to customer, a été plus long. Comme on était un peu nouveau dans ce secteur haut de gamme, un bijou fantaisie avec un prix moyen, à l'époque, on était à 160 euros. C'était très audacieux, pas commun, et donc la cliente avait vraiment besoin d'être sûre d'elle, de nous voir sur les réseaux sociaux. Elle avait besoin de nous voir sur les filles qu'elle suivait sur les réseaux sociaux, donc il fallait qu'on envoie aux influenceuses des pièces. Elle avait besoin de nous voir en parallèle dans les magazines qu'elle lisait et pourquoi pas aussi dans les podcasts qu'elle écoutait, mais vraiment, elle avait euh, besoin d'être rassurée sur la marque, de nous voir et de nous revoir pour enfin que l'acte d'achat arrive. Donc, le business to customer, le B2C a été très long, mais en même temps, c'est beaucoup moins oscillant qu'un B2B. Mais à l'époque, c'est le B2B qui a pris en premier. Donc, on a commencé à travailler avec une dizaine de partenaires, une dizaine de boutiques en France et à l'international. Et ça m'a permis de commencer à créer un chiffre d'affaires et à construire finalement un rythme. Parce que le B2B a besoin de nouvelles collections euh, assez souvent. Nous, on fait 3 à 4 collections femmes par an, une collection enfants, une collection papeterie, et là, on va avoir une collection hommes par an. Et on essaye aussi de nourrir la collection textile. Donc ça, c'est quelque chose que le B2B nous a appris et nous aide à tenir, c'est ce renouvellement de collection. Donc ça, pendant un an, j'étais toujours, moi, j'ai commencé à Bonnel, c'est en banlieue parisienne, dans une chambre. Et donc, bon, les 2 premières années à tâtonner, puis, on va dire 2 années encore seule, mais à commencer à bien travailler avec le B2B. Et là, mes journées étaient faites de production. Je réalisais en parallèle de la création des collections, de la communication. J'ai également construit dès le départ le site internet. Et donc jusqu'à l'année dernière, c'est moi qui gérais le site internet sur Wix parce qu'il était très instinctif, très ludique. Donc j'ai pu créer moi-même mon site internet. Et donc pendant de l'année 2 à 4, ça a été beaucoup de gestion seule et de production. Donc là, j'ai commencé à réaliser du chiffre d'affaires et avoir, on va dire, une petite routine. Une étape clé, ça a été à cette 4e année où le B2B de trop ou le B2B de plus, euh, tout dépend comment on se positionne. Moi, ça a été le B2B de trop parce que j'étais encore seule et j'ai signé avec un très gros partenaire qui s'appelle matchisfashion.com qui m'a découvert, et là on comprend aussi l'importance de la communication, c'est que moi j'ai une passion pour le Vogue Paris, et je voulais être dans le Vogue. C'était un besoin, une envie. Et donc on a eu des parutions dans le Vogue, et c'est comme ça que Matches nous a découvert. Et donc l'acheteuse de bijoux de Matches, qui sont basées à Londres, m'a envoyé la photo du produit qu'elle a vu dans le Vogue. Elle a eu un coup de cœur, elle veut ma line sheet. Elle m'a fait une commande, la commande tombe, 400 pièces, avec un contrat de 50 pages, des impératifs, des délais de livraison, des impératifs de packaging, de douane. Et là, je suis encore toute seule, euphorie totale d'accueillir cette commande, fierté absolue d'être aux côtés de Balenciaga, de Miu Miu ou de Givenchy sur un site de vente en ligne de produits de luxe, hyper contente. Et je me suis attaquée à la commande. En parallèle, je me suis attaquée à ce fameux
à ces fameuses obligations. J'ai tout découvert, comment on expédie, comment j'ai découvert les douanes, j'ai découvert énormément de choses grâce à eux. Et, euh, et donc cette production, je l'ai faite encore seule et je l'ai finie vraiment dans la douleur. Où là, je me revois comme si c'était hier. Donc sur cette table en pleine nuit, avec le père de ma fille et ma fille qui dormaient à côté, et moi en train de pleurer parce que bah, pour ces premières livraisons, je voulais impérativement être à l'heure. Et en fait, j'ai dû finir à 6 heures du matin pour expédier à midi les colis en pleurs parce que tout devait, j'ai dû créer mes premiers codes barres, tellement de choses que j'ai découvert et ça a été très dur, très difficile, mais je l'ai fait. Ça a été livré, ça a été un succès. Réassort, et là, nouvelle étape, c'est que plus jamais, je ne ferai pas ce réassort toute seule, hors de question. Et donc là, ça m'a permis, donc merci le B2B, merci ces gros partenaires qui ont fait confiance à une jeune marque. Ça m'a permis de grandir et d'avoir l'audace, donc de déménager, donc de prendre un nouvel endroit pour travailler dans Paris et de recruter ma première stagiaire pour m'accompagner au quotidien. Donc, bon, la belle histoire de prendre des bureaux et de recruter une stagiaire, ça n'a pas été encore ça. C'est que bah, moi, en parallèle, je me suis séparée de mon conjoint et il fallait que je trouve un appartement. Et donc, j'ai cherché un appartement dans Paris. Bien sûr, je ne me versais pas de salaire à l'époque. Je passais, j'étais encore en auto-entrepreneur, mais je venais de dépasser les plafonds. À l'époque, c'était 80 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je venais de créer ma société. Et donc, bah, j'ai dû convaincre un propriétaire avec mon bilan sans salaire de m'accueillir, moi et ma fille. Donc, ça a été de particulier à particulier, bien sûr, parce qu'en agence, c'était impossible. Et puis, j'ai trouvé un super propriétaire, beaucoup de chance. C'était pas l'appartement idéal, c'était pas l'endroit idéal pour débuter, mais j'ai sauté sur l'occasion parce que je connaissais mon dossier et que je n'allais pas avoir une deuxième chance comme celle-ci. Donc, j'ai pris cet appartement, je me suis installée avec ma fille et il y avait une chambre. Et donc, dans cette chambre, j'ai installé l'atelier. Et donc, j'emmenais ma fille à l'école le matin et j'accueillais 1 heure plus tard la stagiaire pendant toute la journée dans cette chambre. Et on travaillait toutes les deux toute la journée. Elle partait, j'allais chercher ma fille le soir. Et donc ça m'a permis de rythmer un petit peu mon quotidien, de plus être seule, de commencer à parler à quelqu'un, de plus être seule derrière mes outils et de travailler seule avec mes incertitudes. Et donc, j'ai commencé à apprendre à quelqu'un mon savoir-faire, comment réaliser les produits. Et elle m'a permis aussi de me dégager bah, du temps, parce que je lui ai appris à produire. Et moi, ça m'a permis de commencer à avoir un peu de temps et penser à l'évolution de marque. Et donc ça a été une sacrée étape parce que là c'est vrai que c'est assez léger quand j'en parle, mais c'est des dizaines de visites avec des noms parce que t'as pas le dossier qui va bien, t'as pas de salaire, c'est un déménagement avec un loyer qui tient uniquement sur une société qui vient de débuter, et donc bah enfin, c'est énormément de charges sur les épaules. Et en plus, je prends une stagiaire, donc c'est des stagiaires de 6 mois rémunérés. C'était donc première convention de stage, pareil. Voilà, on commence à toucher à du RH. Et donc voilà, il y avait vraiment beaucoup de changements cette année-là et d'incertitudes, quoi. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que
je vais réussir à payer mon loyer, à payer la stagiaire? Est-ce que les B2B vont rester fidèles? Plein d'incertitudes que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est vraiment des incertitudes qui suivent les entrepreneurs tout au long d'une carrière dans une entreprise. Mais ça a été très instructif. Donc là, on travaille à deux pendant un an. Les B2B ne nous ont pas lâchés. Ça fonctionne très bien. Merci encore une fois Matchies. En fait, Matchies a vraiment compté dans l'évolution de la société. La clientèle B2C hyper hyper présente, hyper fidèle. Donc doucement mais sûrement, en fait, on gagnait des clientes petit à petit sans perdre les anciennes. Donc quel bonheur en fait. On se voyait grandir tranquillement, doucement mais sûrement. Pareil pour les plus petits B2B. Ils étaient satisfaits des collections, des qualités, de l'audace de créativité et ils revenaient. Donc confiante de ce rythme et de ce premier succès, je me décide, et puis aussi consciente aussi de cette impossibilité de continuer à ce rythme avec ma fille, dormir dans le salon, laisser la chambre pour l'atelier, mêler le pro et le perso, c'était plus possible. Donc il était temps, là, après cette première expérience finalement, parce que c'était un bail commercial, cet appartement, on l'a fait en bail mixte, ce qui me permettait de travailler dedans et de vivre dedans. C'est un bail particulier. J'ai pu prendre un premier bail commercial, donc une boutique. J'ai pris une boutique atelier dans le 7e arrondissement, rue du Bac. Ça a été un bail précaire. Ça m'a beaucoup rassurée. Donc, c'est très déstabilisant parce que du jour au lendemain, on peut nous dire de partir, mais c'est très rassurant parce que du jour au lendemain, si ça ne fonctionne pas, si on ne fait pas le chiffre, on peut partir aussi et on ne met pas en péril la société avec des baux commerciaux 369 où on s'engage sur 3 ans. Là, on est sur du précaire, c'est légèrement plus élevé qu'un bail commercial 369, mais on a cette légèreté-là. Donc, j'ai signé un bail précaire rue du Bac où là, on avait 40 mètres carrés. On l'a divisé en deux. On avait un accès clientèle. J'ai fait la moitié en boutique et la moitié en atelier. Et là, j'ai pu commencer à continuer à recruter. J'ai pu continuer à recruter. Et là est arrivée donc Marie-Ève qui est toujours avec nous aujourd'hui, la chef d'atelier. Donc là, j'ai vraiment pris entre guillemets un bras droit pour me libérer toujours un peu plus de la production pure et dure et me concentrer sur la création et le développement d'entreprise. Donc, première CDI. Candidature spontanée, Marie-Ève, hyper belle rencontre, géniale, passionnée par son job, passionnée par l'artisanat et une grande envie de travailler avec nous, la marque. Elle adorait le produit, gros coup de cœur humain et on signe ensemble le premier CDI. Où là, franchement, j'étais convaincue de sa personnalité et de ce qu'elle pouvait apporter à la boîte. Et le fait est, 5 ans après, elle est toujours là. Et donc, ça m'a beaucoup apaisée et libérée de l'esprit et du temps. Cependant, la gestion d'entreprise reste quand même quelque chose de très lourd psychologiquement. L'expansion de marque, le chiffre d'affaires qui impute une comptabilité en parallèle, des déclarations, des obligations, beaucoup de choses qui ont fait que j'étais un peu sous l'eau.
j'étais un peu sous l'eau. En parallèle de ça, bah, il faut manager. On a pris une deuxième stagiaire, donc manager la première d'atelier plus les stagiaires, accueillir les clientes, réaliser les ventes dans la partie boutique. Euh, Tout ça a fait que malgré tout et malgré le fait que je commençais à m'entourer, je me suis fatiguée. Et je me suis fatiguée jusqu'à un épuisement. Le premier était mental, où là, la moindre mauvaise nouvelle était une catastrophe. Le moindre retard de livraison pour moi était insupportable. Le retard donc de livraison à nos clients, mais également de nos partenaires fondeurs ou de nos partenaires d'horreur à nous, était insupportable. Et puis le moindre couac, je n'arrivais plus à le gérer émotionnellement. Et ça a fini physiquement, où j'en étais à pleurer au bureau. Devoir sortir pour lâcher mes nerfs, appeler le père de ma fille, appeler des amis pour décharger. Et là, j'ai vraiment touché le fond, ce qui est vraiment triste dans le sens où la boîte fonctionnait, on doublait le chiffre d'affaires chaque année, mais bah, moi, j'arrivais plus à suivre. Et là, j'ai senti, et c'est systématique, très souvent le cas, je réagis quand je commence à freiner la boîte. Et là, j'ai senti que je commençais à freiner la boîte. C'est que je n'avais plus les outils, la capacité de cerner les problématiques. Qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état-là? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à prendre le dessus, à me faire accompagner? Je n'avais plus du tout, j'avais la tête dans le guidon, j'étais fatiguée et je savais plus trop quoi faire. Mais par contre, en parallèle, bah, les produits plaisaient, donc les commandes tombaient, tout roulait, quoi. Mais moi, je sombrais. Et donc là, j'ai appelé une amie et elle m'a dit, mais pourquoi t'appelles pas Guillaume? C'est quelqu'un que j'avais rencontré un an auparavant, j'avais croisé, on avait discuté. Lui venait d'HEC dans la spécialisation entrepreneuriale et on avait discuté comme ça, comme on discute de nos métiers et de nos vies. Et ben, in fine, je l'ai rappelé à ce moment-là. Et en fait, bah, juste pour prendre deux, trois conseils, je lui ai fait le topo, je lui ai présenté les chiffres, où on en était, où je voulais aller. Et ben, finalement, ça l'a convaincu de nous accompagner et de nous aider. Et en fait, il y avait tout à faire. Parce que finalement, bah, là, on parle d'une réelle problématique. C'est que tout était dans ma tête ou sur des post-it ou sur des papiers volants. Et la problématique qu'il a mis en avant, qu'il a vu tout de suite, et moi je ne le voyais pas, c'est que tout dépendait de moi. C'est que si je fatiguais, l'entreprise fatiguait, et si j'étais absente, l'entreprise se stoppait. Sans moi, il n'y avait pas de réponse aux questions ni de la chef d'atelier, ni aux stagiaires. Tout dépendait de moi et de ma capacité de répondre aux questions et aux problématiques. Et en fait, pendant un an, on a appris et on a déchargé mon cerveau par le biais d'une multitude d'outils que je connaissais pas, mais que bah, ces écoles de commerce apprennent à cette typologie d'entrepreneur. Puis moi, je suis entrepreneur autodidacte, je suis créatrice, j'ai pas appris à entreprendre, et donc il était temps de me faire accompagner et d'apprendre à entreprendre. Et donc là, vraiment, l'entreprise a débuté parce qu'on a créé des outils. On a acheté des ordis, on a ouvert un drive, on a commencé à tout processer, à tout mettre en ligne, à tout expliquer finalement comment on fait un produit de A à Z. On met des photos, on a des fournitures, on les met dans un tableau, on a des fournisseurs, on les met dans un tableau, on est en attente de paiement, on les met dans un tableau. Moi, j'envoyais une commande, j'avais un petit carnet, j'écrivais le nom de la boutique, le prix en face, et puis dès que j'étais payée, je surlignais au stabilo. Voilà, c'était ça ma compta. Et en fait, bah non, on a tout mis dans des tableaux.
Et en fait, Drive, c'est magique, c'est partagé. Je change quelque chose en temps réel, c'est changé pour tout le monde. Et en fait, c'était entre guillemets bête comme chou. C'était plein d'outils très simples, mais qu'il fallait mettre en action et aussi c'était une charge énorme d'informations. Donc, c'est vrai qu'on a mis beaucoup d'énergie et de temps à retransmettre tout ce qui était dans ma tête dans un ordinateur. Donc ça a été très fastidieux quand même, très long, toute cette phase-là. Et ensuite, il y a une seconde phase de travail ensemble où là, on a pu commencer à optimiser et comprendre la société. Donc, comprendre les chiffres. Une fois que c'est dans un ordinateur, bah, ça calcule pour toi. Donc, tu peux commencer à sortir des pourcentages, finalement, entre guillemets, des camemberts, des différentes choses pour analyser et continuer d'améliorer et de développer la société par le biais informatique. Et là, en effet, bah, sur toute cette année, bah, j'ai enfin pu me décharger de cette pression et recruter 2 nouvelles personnes pendant cette année-là pour nous accompagner, principalement en production. Voilà. Donc, il y a eu cette période-là. Ouais. D'accord. Tu décris en fait une phase qui est finalement le passage de la phase artisanale complète à une phase peut-être un peu plus structurée et industrielle. J'irai pas jusqu'à industriel, c'est un terme qu'il faut prendre avec des pincettes. Hein. C'est pas non plus une industrie, mais en tout cas, mettre en place les process qu'il faut. Et dans cette phase-là, tu décris quelque chose qui est très intéressant. C'est d'abord on pose les process, et ensuite on mesure, et enfin on optimise. Et donc là, ça a été fait très correctement par ce Guillaume qui connaît très bien son métier, donc c'est très bien. Guillaume a rejoint l'entreprise ou est-ce qu'il a travaillé en freelance? C'est vrai que c'est quelque chose, ça ne s'est pas fait. C'était une idée qui a été posée sur la table, qui ne s'est pas faite finalement, parce que je pense que je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas finalement partager, entre guillemets, la responsabilité de l'entreprise. C'est un poste qui me convient. Et en fait, dès le départ, j'ai créé aussi cette entreprise pour être indépendante. Et je me rends compte qu'en comprenant le système, en comprenant les outils, je sais ensuite les manipuler, les optimiser. Donc, j'ai compris, moi, ma façon d'entreprendre et ma façon d'évoluer, c'est de me faire accompagner sur une période donnée et ensuite recruter des personnes en interne et déléguer ce que j'ai appris de personnes qui ont des compétences supérieures. Donc, aujourd'hui, donc ça a été Guillaume sur cette première année. Bah là, je vais passer à l'étape d'après, mais c'est quelque chose que je fais couramment maintenant. Je fais intervenir des personnes de très grande expertise dans l'entreprise pour travailler ensemble de 6 mois à 1 an. On processe tous les acquis qu'ils nous apportent et ensuite, moi, je recrute quelqu'un, je la forme et donc tous ces nouveaux process, toute cette nouvelle expertise est déléguée en interne. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, je reste à la tête de l'entreprise avec vraiment cette priorité de légèreté d'entreprise, d'entreprendre. Dans mes choix d'investissement, je suis toujours en autofinancement. Personne n'a mis de billets sur la table pour cette boîte. Donc, il y a ce côté, bon, bah ça, c'est mon éducation. Je ne dois rien à personne. Félicitations, bravo. C'est une belle réussite. Merci, merci. Mais c'est très égoïste, entre guillemets, dans le sens où bah, si je veux lancer une ligne de parfumerie qui n'est pas forcément rentable, bah, je la lance parce que ça me fait plaisir. Elle est beaucoup moins rentable que les bijoux, mais bah, en fait, j'en avais envie. Elle coûte une fortune parce qu'on a développé un super beau produit.
Et donc, on a mis de la feuille d'or et du béton mélangé. On a créé un parfum à grasse. Donc, le produit est sublime. Il coûte une fortune. On pouvait pas le vendre une fortune. Bon, bah voilà. Donc, j'ai ajusté. Et il y a ce côté où, bah, en fait, je me fais énormément plaisir et je garde une audace grâce à ça, quoi. Moi, je partage beaucoup aussi avec les personnes au studio. Euh, Tout le monde a beaucoup de valeur dans l'entreprise, que ce soit la stagiaire, l'apprenti, la CDD ou la CDI. Et donc, finalement, moi, ça me suffit. Tous mes doutes, je les partage avec les filles. Les réussites, je les partage. Je suis très, très transparente. Elles sont au courant des chiffres d'affaires, elles sont au courant de nos objectifs, elles sont au courant des investissements, elles sont au courant de beaucoup de choses. Donc, ça me permet finalement d'échanger, de partager au quotidien sans avoir de partenaires, de binôme, quoi. Euh, donc, moi, je le partage déjà avec les filles du studio. Donc, ça, c'est cool. Ça me permet d'échanger au quotidien, mais de rester quand même à la tête de cette société. Bon, bah, après, ce qui en implique, c'est une charge, une pression que j'ai seule sur les épaules. Et chaque décision est de ma responsabilité, quoi. Mais je fonctionne un peu comme ça. J'aime bien, ça me drive, cette pression me drive énormément et je me suis rendu compte que ça fonctionnait bien comme ça. Donc pour le moment, je suis encore seule. Mais donc c'est vrai que Guillaume a fait cette année-là avec nous, a remis à flot. Enfin, c'est même pas, il l'a mis à flot, il l'a mis sur les rails. Et on a pu continuer. On a pu continuer avec tous ces outils en interne. Et l'étape d'après a été une étape malgré nous. C'est que bah, ce petit bail précaire signé, euh, la propriétaire a toqué à la porte. Bah, dans 3 mois, merci de vous en aller. Je vends les murs. C'était le jeu. J'ai joué. On est resté 2 ans dans cette boutique. Elle est arrivée, elle a toqué à la porte en septembre. Dans 3 mois, c'est la plus grosse période de l'année, c'est Noël. Donc elle arrive en septembre. Ok. On avait une petite boutique, on comptait sur cette boutique pour faire nos ventes de Noël. Mais génial parce que, bon, pression de malade. On était 4. Il faut reloger tout le monde. Il faut retrouver une boutique parce que moi, la clientèle s'est habituée. Et là, je commence bah, à chercher partout de l'immobilier. Et donc, bah, je commence à faire des visites de boutiques, à diviser en deux pour reprendre ce concept de boutique atelier. Je commence à voir que des bureaux, quitte à ne plus avoir de boutique. Et in fine, bah, 1 mois après, j'ai réussi à trouver cette nouvelle boutique rue du Dragon. Nouveau, à l'époque, nouveau bail précaire. Génial. Petite boutique de 20 mètres carrés, sublime, hyper charmante, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés. Alors ça, Saint-Germain-des-Prés, on était au bord, mais on y était à rue du Bac et je voulais y rester. En fait, c'est un quartier qui m'est cher. Déjà, j'adore la rive gauche, j'adore le calme de la rive gauche, j'adore finalement la gamme, le niveau de gamme de la rive gauche et Saint-Germain-des-Prés. Il y a vraiment des connotations historiques, il y a une vraie histoire autour de l'art, autour de la littérature et c'est vraiment en lien avec moi, l'image dont je me fais de Paris et l'univers de marque. Donc, je voulais rester à Saint-Germain-des-Prés. Donc, on a trouvé cette petite boutique à Saint-Germain et j'ai signé mon premier bail commercial 369 dans le 14e. En parallèle, on a trouvé les locaux pour intégrer le poste de production. Donc, 50 mètres carrés dans le 14e et 20 mètres carrés dans le 6e arrondissement pour la boutique. 1 mois après avoir eu l'ordre de quitter les lieux, mais c'était le jeu. C'était le jeu.
Et finalement, un mal pour un bien, parce qu'on commençait à être à l'étroit dans la boutique et on voulait grandir. On grandissait naturellement. Donc, il était temps de prendre nos aises dans un atelier de production. Donc, nouvelle étape, c'est diviser en deux finalement notre société. Un, un pôle de vente directe, boutique, et un pôle de production et gestion d'entreprise. On a continué à garder. Moi, j'ai pas pris de vendeuse dès le départ. C'est quelque chose. Moi, je voulais avoir un lien avec la cliente. Et en fait, on s'alternait avec les filles. Donc, la chef d'atelier était en vente une journée par semaine. La seconde était en vente une journée par semaine. Moi aussi, j'étais en vente. Et en fait, on s'alternait en boutique pour vendre nos produits. Donc, on avait le retour client, on avait l'appréciation client, son contact, on comprenait ce qu'elle cherchait, on voyait qu'il y avait beaucoup de messieurs aussi, donc on comprenait qu'on était une marque de cadeaux. Euh, euh, on avait beaucoup de clients qui venaient chercher aussi pour leur mariage. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup appris sur notre cliente grâce au fait de notre présence en boutique. Et on voulait garder aussi ce petit côté atelier. Donc, dans la boutique de la rue du Dragon, on a un petit atelier qui fait que on répare les produits, on les ajuste aux tailles souhaitées, et on est très flexible en fait. Et ça, quelque chose qu'on a en interne depuis le départ, c'est que chaque personne connaît le poste de l'autre. Et tout le monde sait, entre guillemets, faire le travail de l'autre et comprend le travail de l'autre. Donc, il y a ce côté où on est très ajustable, on sait tout faire et il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Donc, on s'alterne en boutique pendant 2 ans et notre clientèle grossit. Une nouvelle problématique arrive, c'est le service après-vente. C'est que la clientèle grossit, donc les mails augmentent et la charge du service après-vente devient très importante. Elle était allouée à la chef d'atelier. C'est celle qui connaît le mieux les produits et qui était à même de mieux répondre aux clientes, de comment les réparer, sous quel prix, dans quel délai. Et donc, c'était Marie-Ève, la chef d'atelier, qui avait ce secteur en main. Marie-Ève commençait à avoir beaucoup, beaucoup de travail parce que les productions augmentaient aussi en parallèle. Et donc, nouvelle chance, c'est nouvelle candidature spontanée de Clémence, qui sortait de 7 ans chez Cézanne, qui avait travaillé dans la fidélisation client chez Cézanne et dans le développement d'une nouvelle ligne automne homme chez Cézanne. Et pareil, envie de se lancer, cette même fougue de retrouver un peu son rythme à elle. Et donc, elle se lance en intervenant et pour aider les entreprises. Et elle envoie sa candidature, fidélisation client. Et là, pile au moment où nous, on commençait à être sous l'eau et de ne pas avoir d'outils finalement, parce qu'on écrivait des mails tous les jours et ça prenait de plus en plus de temps. On sortait des commandes, on mettait vraiment un temps fou sur ce poste-là. Et finalement, le métier premier de Marie-Ève, qui est la production, faire des produits, rentrer dans l'artisanat, elle le perdait petit à petit, quoi. Et ce poste de fidélisation grignotait son quotidien et le mien petit à petit. Et donc, Clémence arrive et on travaille 8 mois ensemble. Et pareil, exactement la même chose. Elle est en observation pendant 2 mois. Elle regarde tout notre fonctionnement. Elle commence à créer des process et des réponses semi-automatiques pour nos clients, ce qui permet d'avoir une décharge mentale hallucinante. C'est qu'on a tout cadré. C'est qu'en fonction d'une typologie de problème, une typologie de remarque, on avait des réponses types avec toujours de quoi personnaliser
en fonction de la cliente et de son problème à elle. Mais on a pu créer des outils d'accompagnement en fidélisation client. Elle a également analysé notre cliente. On n'avait pas le recul. Elle a envoyé un questionnaire à notre cliente dès le départ, dès son arrivée, pour savoir comment était perçue la marque, comment était perçu le service, comment était perçue la qualité, pourquoi elle revenait ou pourquoi elle revenait pas. Et ça, tête dans le guidon, on ne savait pas. Donc, elle a lancé un questionnaire à nos 100 meilleures clientes. Elle a analysé notre site internet. Elle a trouvé les points à améliorer. Ça aussi pendant un an. Et elle a créé le poste de fidélisation client. Donc, finalement, après ces 8 mois travaillés ensemble, j'ai recruté quelqu'un en fidélisation client, qui était au départ une apprentie, qui est devenue aujourd'hui une salariée de la société. Et donc ça a été un gros travail. On comprend du coup le mécanisme. Ouais, bah, tout finalement, tout est d'une logique folle, tout évolue très naturellement, mais grâce à des problématiques qui arrivent. Et c'est souvent des problématiques de, de charge de travail. C'est qu'à un moment, et ça Guillaume me l'avait appris, c'est que dès qu'on commence à faire 3, 4 fois la même chose qui n'est pas notre cœur de métier, là où on a vraiment quelque chose à apporter, c'est qu'il est temps de le déléguer. Il est hors de question de perdre du temps sur des choses répétitives et sans valeur ajoutée. Donc, soit on le délègue à un système informatique, à un logiciel ou à une personne en formation. Mais il faut décharger des personnes à forte valeur ajoutée de ce type de tâches. Et ça a été vraiment, je l'en remercie encore aujourd'hui parce que c'est ancré ici. Et dès que je me fatigue sur une tâche ou dès que je vois quelqu'un se fatiguer sur une tâche, je réfléchis à comment soit on délègue ou soit on crée un outil. Comment on fait? Mais il est hors de question de voir des personnes se fatiguer sur des tâches qui ne sont pas dans leur cœur de métier et qui ne les enrichissent pas et qui ne donnent pas de la valeur ajoutée à la boîte. Donc, je garde vraiment toutes ces personnes. Il était temps que Marie-Ève retourne sur son premier métier et qu'on recrute et qu'on crée des outils. Et donc là, on l'a fait avec Clémence pendant un an. Et aujourd'hui, donc c'est Nivenita qui est sur ce poste-là. On continue de grandir. Donc Nivenita va accueillir une apprentie sous son aile parce que on vend encore plus aujourd'hui. Et donc, qui dit plus de ventes, plus de services après-vente. Et donc, naturellement, on recrute une nouvelle personne en fidélisation client qui arrive lundi prochain. Et donc tout ça, c'était encore à Texel. Et dernier gros changement, donc on est resté 3 ans. Je l'appelle Texel parce qu'on était rue du Texel, dans le 14e. Dernier gros changement, c'était dû à une évolution de l'entreprise. C'est que Valentina, qui arrive lundi, n'avait pas de place. En fait, toutes les chaises étaient prises à la rue du Texel. Il n'y avait pas de quoi l'accueillir, en fait. On manquait de mètres carrés. Pareil, Francia, qui est en B2B, met en boîte toutes ses pièces sur la table à manger. Et donc, il faut vite finir les commandes et mettre en carton toutes les pièces avant le déj parce que on mange sur la table d'expédition. Donc, plein de petites choses comme ça où il était temps de grandir. Les filles ont été adorables parce qu'on a vraiment travaillé dans nos petits mètres carrés. Elles ont été vraiment chou. Francia avait un tout petit bureau à partager avec Nivenita en fidélisation client. Et on a tenu comme ça parce que c'est hyper jovial et que l'ambiance est géniale. Mais elles ont été chou. Mais aujourd'hui, donc on a déménagé dans un plus grand espace. Donc là, maintenant, on est dans le 9e. On a 140 mètres carrés, dont 120
alloués à l'équipe et 20 mètres carrés de showroom. Et donc, bah là, Francia a quasiment une pièce que pour elle, pour son B2B, une table que pour elle. Valentina va avoir un bureau. Nivenita va avoir beaucoup plus d'espace. On a rajouté un poste de soudure dans l'espace atelier. Donc, on va pouvoir accueillir une nouvelle personne. On est en plein recrutement aujourd'hui dans l'atelier. Et donc là, on va finir à 10 personnes en interne dans ces nouveaux locaux de la rue du Faubourg Montmartre. Voilà. Donc ça a été la dernière grosse étape. Ok, bah bravo pour tout ce parcours. Merci. Donc ça commence de cette chambre de 20 mètres carrés à Bonnel à 140 mètres carrés rue du Faubourg Montmartre avec une petite boutique à Saint-Germain-des-Prés. D'accord, la boutique à Saint-Germain, elle est toujours là. Oui, oui. Ok. Alors, ce que je te propose, Élise, c'est que on s'arrête là pour cet épisode. Oui, C'est une histoire très intéressante et un parcours fascinant. Et du coup, on va inviter nos auditeurs en fait à regarder l'épisode suivant pour avoir les difficultés qui sont relatives à chacune des phases. très bien. Ça te convient? C'est parfait. Avec plaisir, avec grand plaisir.